Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette 4e conférence que nous organisons dans le cadre du mois de l'architecture et du patrimoine, donc une première édition à l'initiative de la ville de Beauvais. Donc cette semaine, nous avons 2 conférences en lien avec des projets de réhabilitation d'édifices et d'équipements de la ville de Beauvais qui sont tous les 2 des années 70 d'ailleurs, qui sont des bâtiments assez structurants, aussi bien pour notre ville que pour l'histoire de l'architecture. Donc aujourd'hui, on est plutôt orienté vers le sport avec la piscine Aldebert-Bélier. Donc l'objectif était de vous présenter à la fois effectivement le projet de réhabilitation qui est bien lancé puisque la piscine a fermé cet été. Voilà. Et donc revenir aussi sur l'historique de ces piscines qui ne sont pas unique à Beauvais. C'est un projet qui a eu lieu en France sous le nom d'Opération 1000 piscines. Donc c'est ce qu'on vous présentera aujourd'hui. Nous sommes 4 à intervenir. Donc autour d'une discussion, moi-même pour la ville de Beauvais en tant qu'animatrice de l'architecture et du patrimoine pour le label Ville d'Art d'Histoire. Et nous avons également invité donc Patrick Facon qui est architecte et qui nous parlera de ce contexte de l'opération des 1000 piscines et de l'œuvre de Bernard Scheller, qui est à l'origine des piscines Tournesol. Étienne Chevelier d'Arcos Architecture qui est en charge de la réhabilitation de la piscine Aldebert-Bélier de Beauvais. Et donc Julien Raucourt, un collectionneur d'architecture, fervent défenseur de Bernard Scheller et qui œuvre activement pour la préservation et la conservation de ces piscines. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc je vais vous passer la parole. Bonsoir. Voilà. En fait, c'est l'exposition qui est présentée actuellement à la Cité de l'Architecture à l'occasion de la donation du fonds graphique de Bernard Scheller par sa veuve et de l'acquisition d'éléments d'architecture, ainsi que l'invitation de la ville de Beauvais, que je tiens à remercier pour son accueil chaleureux, ainsi que le CIE de l'Oise, qui m'ont donné l'occasion de me replonger dans mes documents sur les piscines Tournesol et l'opération 1000 piscines, et de faire quelques découvertes par ailleurs. Mes premières recherches sur les piscines Tournesol ont été menées dans le cadre d'un séminaire d'archéologie du projet de l'école d'architecture de Lille en 96 et 97, dirigé par Richard Klein et ayant pour thème les architectures de la croissance et des formes urbaines de l'école d'architecture de Versailles sous la direction de Catherine Bruand. Conçu par l'architecte Bernard Scheller en vue de son industrialisation et d'une production en série, le projet de piscine Tournesol remporte le concours pour la construction de piscines économiques, lancé en 1969 par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Elles ont été réalisées à plus de 180 exemplaires entre 1972 et 1982 sur l'ensemble du territoire français. Elle représente l'un des exemples les plus aboutis de la politique d'industrialisation et des équipements sportifs et socio-éducatifs en France dans les années 70. Je vais vous montrer quelques images puisque je suis allé ce dimanche à la Cité. Et donc voilà, on voit à la fois les documents graphiques, une maquette effectivement qui avait été réalisée spécialement pour et puis les éléments effectivement dont Julien parlera ensuite tout à l'heure, qui ont été acquis par la Cité. Joseph Comiti, secrétaire d'État chargé de la jeunesse et des sports, lance en mai 69 2 concours d'idées pour la construction de piscines transformables et de piscines économiques, afin d'apporter des solutions nouvelles et innovantes, alors que la construction des piscines est régie par un système d'agrément, largement dominé par des industriels spécialisés. Et contrairement au concours pour les clubs de jeunes qui avait été lancé en 66, il est ouvert uniquement aux architectes. Ces concours ne sont par ailleurs pas anonymes, le secrétariat d'État arguant de l'expérience des candidats et de leurs projets et réalisations antérieures. Des architectes sont d'ailleurs contactés directement par le secrétariat d'État pour participer au concours. Ils représentent donc ces concours une nouvelle étape dans la politique de construction des piscines et marquent une volonté forte de la part de l'État en matière d'équipements sportifs. Ils visent en effet l'étude et la mise au point des projets dans les mois qui suivent les concours, préludant la mise au point d'un secteur industrialisé de la piscine dans le cadre de la 3e loi programme des équipements sportifs et loisirs. Il couvre les années 1971 à 1976. Les concours visent avant tout à apporter des solutions à l'insuffisance en matière d'équipement. Le nombre de piscines couvertes en France est encore très faible. Ils répondent également à de nouveaux besoins liés à la généralisation de la pratique et de l'apprentissage du sport à l'école, et ceux liés au développement des loisirs et du tourisme. Les piscines doivent être utilisables toute l'année, quelles que soient les conditions climatiques, afin de les rentabiliser et d'offrir les avantages d'une piscine couverte et d'une piscine de plein air. Pour réduire le prix des piscines, les concours visent d'emblée l'industrialisation, la répétitivité des projets ainsi que la pérennité de la commande, permettant d'amortir les frais d'investissement liés aux études et à l'outillage.
Les concours pour les piscines transformables concernent plus particulièrement les moyennes agglomérations ainsi que les quartiers de grandes villes, alors que le concours pour les piscines économiques concerne plus particulièrement les petites villes où s'effectue la décentralisation de l'enseignement du second degré. Le programme du concours pour les piscines transformables comporte un bassin de 25 mètres sur 15, un bassin d'apprentissage et une pataugeoire, ainsi que des annexes fonctionnelles et un logement de gardien. Le programme des piscines économiques est plus modeste et ne comporte qu'un seul bassin de 25 mètres sur 10, des annexes fonctionnelles et puis des extensions éventuelles qui sont à prévoir dès le concours. Les concours remportent un franc succès, surtout le concours pour les piscines transformables, qui est sans doute plus ambitieux. 13 projets sont primés, 9 pour le premier concours et 4 pour le second. Fait remarquable, Bernard Schoeller va remporter, avec 2 projets de conception architecturale et technique de nature similaire, les 2 premiers prix du concours. Le projet de Bernard Schoeller pour les piscines transformables est constitué en 2 parties. Une coupole en acier Corten de 50 mètres de diamètre, décomposée en 64 côtes identiques, intégrant les hublots, complètement escamotables par rotation afin de permettre de découvrir la moitié de la surface des bassins et des plages dans n'importe quelle direction. Et puis un socle dans le prolongement du bassin dans lequel se trouve l'accès, l'accueil ainsi que l'ensemble des locaux fonctionnels. Une vue de la maquette où on voit vraiment le chemin de roulement et le découvrement complet, pour moitié en tout cas, de la coupole. Les piscines économiques est également constituée d'une coupole en acier Corten, décomposée également en 64 côtes identiques, mais de 34 mètres de diamètre seulement, et dont seulement un quart s'ouvre par rotation. À l'extérieur sont situés librement les bassins demandés dans le programme, ainsi que le logement du concierge, qui va prendre la forme d'une bulle six-coques de Jean Manval, qu'on voit tout en haut. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport va confier aux architectes les 2 premiers projets, Tournesol et le projet Canton. Le secrétariat va confier une mission d'études techniques, donc en liaison avec le bureau d'ingénierie de Renault, en vue de la consultation des entreprises et dès ce stade, selon Bernard Schoeller, donc de la réalisation de 1000 piscines industrialisées avec les 2 premiers projets du concours pour les piscines économiques, sans attendre le résultat d'ailleurs des études ou des prototypes. Ou la réalisation des prototypes. Le secrétariat d'État va par ailleurs il va s'engager donc à réaliser des prototypes, des projets primés pour les piscines transformables, même s'il semble acquis donc dès ce stade que seuls les projets du concours pour les piscines économiques seront réalisés en série. Donc là c'est le projet de Roger Taillibert, qui sera réalisé à Reims, qui est inspiré de réalisations antérieures de l'architecte, de Roger Taillibert, et il va produire d'autres piscines ce type de bâche comme ça qui vient se découvrir l'été. Par ailleurs, le projet de Roger, qui est lui 2e prix, va être réalisé à Liancourt, dans l'Oise. Un 2e concours sur le thème des piscines économiques industrialisées, lancé en 1971 par le secrétariat d'État. Celui-ci prendra la forme d'un concours conception-construction, à la vue des difficultés rencontrées pour la mise au point des projets lauréats du concours. Il répond également au mécontentement des groupements d'entreprises et industriels détenteurs d'agréments avant le lancement de l'opération et qui s'étaient sentis exclus des concours d'idées. L'objet de ce concours est d'apporter des solutions complémentaires aux projets Tournesol et Canton. Le programme de ce concours est très proche de celui pour la construction de piscines économiques, mais tout en laissant une grande liberté de conception, il exige des réponses techniques et financières très précises, puisqu'il prévoit de réaliser rapidement des prototypes des projets retenus. 4 projets sont primés, le modèle Iris, le modèle plein ciel et le modèle plein soleil, et enfin celui de l'équipe Henri-Pierre Maillard, Paul Ducamp et architecte avec le groupement Gerpiam constructeur, le modèle CLAM. Maillard et Ducamp sont sans conteste les architectes les plus prolifiques en matière de piscine en France dans les années 60-70 et ont mené de nombreuses recherches, notamment à travers les piscines à accroissement multiple PIAM. Malheureusement, ce serait un autre sujet, mais malheureusement, le projet CLAM ne sera pas retenu pour la réalisation de piscines en série. Seuls les 3 premiers projets seront réalisés. Voilà, ça c'est le modèle Iris donc.
Le secrétariat d'État va lancer en parallèle du concours conception-construction l'opération donc 1000 piscines, qui a pour objet la réalisation de 850 piscines industrialisées au travers de la mise au point d'un secteur industrialisé de la piscine, dans le cadre du 6e plan, et de 150 piscines traditionnelles. Les principes généraux de l'opération reposent pour la construction sur un parti pris de standardisation et d'industrialisation, afin de réduire le prix des équipements, et pour le financement et la mise en œuvre, sur une centralisation administrative et comptable. L'opération pour la partie concernant les piscines industrialisées sera donc entièrement réalisée avec les modèles, comme je l'ai dit, tournesol et caneton, pour moitié, et pour l'autre moitié avec les modèles Iris, plein ciel et plein soleil. En parallèle donc, des études sur les piscines économiques industrialisées, l'État va lancer des bassins d'apprentissage mobile qui vont partir en tournée à travers la France. Je ne sais plus le nombre exact de bassins, mais ils préfigurent l'opération et les piscines industrialisées. Et l'idée, c'est d'offrir aux communes qui n'ont pas les moyens de construire une piscine, effectivement des bassins d'apprentissage mobile qui stationnent de 2 à 3 mois en fait sur place. Alors il y a eu 2 versions. Alors ça c'est la seconde génération parce qu'il y a un container. Il y avait une première version où on amenait tout le matériel et les bassins étaient montés. Et là en fait tout sort du container en fait, où il y a les vestiaires et les douches en fait. En fait le container sert de stockage pour le bassin en lui-même, voilà, qui est monté, qui est vraiment une bâche. Logiquement, c'est fermé. C'était, je pense, qu'en cours de montage, enfin, par beau temps, je pense qu'elle pouvait s'ouvrir. Là, sur le principe, sur la perspective, on voit qu'à l'arrière, effectivement, elle peut être couverte, enfin, elle peut être complètement fermée. Voilà, et là, c'est vraiment le montage. On vient avec le container, on monte la structure. Et effectivement, je pense que par beau temps, il n'y avait pas de nécessité de fermer le bassin en tant que tel, en fait. L'État a pris les choses en main en 68, après les Jeux Olympiques, où on a eu des résultats catastrophiques en natation. 69, il y a eu, je ne sais pas combien d'enfants, il y a eu une grosse noyade avec une quinzaine d'enfants qui sont décédés. Oui, c'était en 69, mais au moment du concours. Et on s'est rendu compte que les enfants ne savaient pas nager en France. Et l'État a pris vraiment le problème à bras-le-corps et a agi encore comme on le faisait fin 60, début 70, en état centralisé, qui dit on va implanter des piscines en France, on organise le truc, les villes auront qu'à choisir leur modèle et vont acheter un peu comme une voiture en fait. On avait conçu ça et c'est dès le début, on a dit voilà, on va prendre un industriel, un architecte, on va faire une piscine, il faut que ce soit découvrable et que les gamins apprennent à nager. Et on est découlé. Oui. Ce serait intéressant d'ailleurs, du coup, mais ce serait aussi un autre sujet, mais effectivement la communication, comment on communique après avec. Mais ça, je vais revenir sur les visuels, effectivement, sur des piscines, parce qu'effectivement, on vendra les piscines tournesol caneton comme des voitures, alors qu'effectivement, les modèles n'existent pas. Et c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, mais même au moment du prototype, le sujet se pose, effectivement. Et l'intérêt de la tournesol, avec sa forme arrondie, c'est qu'on peut la mettre dans n'importe quel site en France. Finalement, elle est toujours orientée pareil. En fait, c'est un cercle. Alors, on peut le poser. On se moque un peu du contexte. C'était vraiment l'objet. Alors que les autres projets, la caneton, la plein ciel, etc., ça reste quand même une morphologie de bâtiment. On a une face, on va dire, noble, une face technique, une face sud plus ensoleillée. Et ça posait la question de l'implantation dans toutes les villes de France. Alors qu'une tournesol, finalement, cette image de soucoupe volante qu'on peut mettre absolument n'importe où, Scholler avait senti le truc. C'est un coup de génie. Quoi. Oui. Je vais continuer avec Bernard Scholler, justement. Lorsqu'il est nommé lauréat des concours pour les piscines transformables et les piscines économiques, il est encore associé au sein de l'agence des frères Arsène-Henri, qu'il a rejoint en 1957. Il est en charge avec Xavier Arsène-Henri du plus grand projet de l'agence à l'époque et du plus grand chantier également. On le voit à gauche. Donc la zone d'urbanisation prioritaire de Surville à Montron-Foyonne, dont il est responsable de 1957, justement, jusqu'à son départ de l'agence en 1969, qui marque également la fin de l'opération. La réalisation d'un immeuble expérimental en 1962, sans doute le projet le plus intéressant de l'opération, est le premier exemple dans le domaine social d'un immeuble d'habitat collectif évolutif en France. La mise en œuvre de planchers en béton armé de grande portée, dégageant de tout refend et poteaux intermédiaires la surface des logements, permet un grand nombre de combinaisons, de distribution et de cloisonnement. Les appartements sont en effet conçus avec les habitants à partir de plans proposés par les architectes. C'est un peu l'aboutissement du plan libre en fait. Oui. C'est le dernier. Il y avait déjà eu des essais, des exemples en Finlande, dans les pays d'Europe du Nord, mais en France c'était la première expérimentation.
D'ailleurs, c'est la plupart des immeubles de grande hauteur de Surville de la ZUP ont été rasés et la tour expérimentale a été conservée, voilà, comme à titre d'exemple. C'est également un autre projet emblématique de l'agence, qui est la tour CB15, ou tour Aquitaine à la Défense, entre 61 et 67. C'est la seconde tour réalisée à la Défense après la tour Nobel, sur laquelle a travaillé Jean Prouvé. Elle est la première d'une série de 21 tours de gabarit identique qui étaient projetées initialement sur l'ensemble du site de la Défense de part et d'autre de l'axe historique. Elle est réalisée pour le compte des pétroles d'Aquitaine, ce qui aura son importance comme nous le verrons un peu plus loin. Voilà, là c'est une autre vue. On voit déjà un traitement de la peau est assez particulier, comme on le verra sur les piscines tournesol, la plaque des architectes, avec la date de livraison du projet. Lorsqu'il est nommé lauréat en 69, donc des 2 concours, Bernard Schoeller décide de quitter l'agence des frères Saint-Henri pour ouvrir sa propre agence, qui s'appellera Bernard Schoeller et Associés. Alors, s'il a participé à la réalisation d'une piscine à Nemours, au sein de l'agence des frères Saint-Henri, c'est avant tout l'industrialisation qui va porter Bernard Schoeller vers les concours. Il est seul à l'agence au mois d'août, 69. Il réalise d'abord le projet pour la piscine transformable, avant d'imaginer une semaine avant le rendu des concours, sur les conseils d'un chef de projet de l'agence, un second projet pour la piscine économique, selon un principe extrêmement proche du premier. Le projet porte d'ailleurs dès le moment du concours le nom de Tournesol, sur une idée de Bernard Schoeller. C'était pour simplifier les discussions des membres du jury lors des débats sur le projet. Et puisque de toute façon les concours n'étaient pas anonymes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le projet de Bernard Schoeller répond au programme dépouillé du concours pour la piscine économique, ainsi qu'à la demande d'ouverture par une solution élégante qui mêle aussi bien les aspects fonctionnels, techniques qu'esthétiques. La coupole en acier corten donnant au projet une grande rigueur constructive et une image à la fois simple et forte. On en parlait justement à l'instant. Effectivement, je pense que c'est cette image très forte et très simple. Effectivement, le projet regroupe la totalité des annexes fonctionnelles de la piscine sous la coupole, avec le bassin, y compris dans un premier temps les locaux techniques qui sont situés au sous-sol. À l'image de l'immeuble expérimental qu'il a réalisé à Montreux-Foyonne, il prévoit la réalisation d'une structure pérenne permettant le libre aménagement intérieur des différents locaux et leur possible évolution dans le temps. Les locaux étant indépendants en quelque sorte de la structure de la coupole. Le plan du projet est extrêmement simple, situé idéalement au nord, en haut donc du plan, à l'opposé des parties ouvrantes de la coupole qui s'ouvrent par beau temps, donc au sud. La halle donne accès aux vestiaires de part et d'autre de la coupole, à gauche et à droite, et puis un accès qui est prévu directement au bassin depuis l'entrée. Le choix d'une coupole pour la couverture est dicté par plusieurs raisons. La coupole simplement permet de couvrir et d'envelopper le plus grand espace possible intérieur avec un minimum de surface. La forme de celle-ci est également surbaissée afin de réduire le volume intérieur de la piscine. C'est aussi une façon de régler le problème de l'ouverture, parce que ça semble effectivement permettre, mais on le verra, ça c'est plus complexe que Bernard Schoeller le pense initialement. Elle permet également et avant tout de diviser une forme unique en plus petites parties ou sections, contrairement à un projet classique, les autres projets classiques qui étaient plus traditionnels avec murs et toiture, afin d'industrialiser encore plus le projet. Donc, puisqu'effectivement, il n'y avait qu'un élément industrialisé, c'était effectivement une arche. C'est une audace structurelle qui est assez incroyable. C'est-à-dire que on a quand même 120 degrés de cette coupole qui s'ouvre. On a des efforts dynamiques avec toute cette charpente qui est mobile. On n'a pas d'appui intermédiaire. On a une gestion des détails qui est vraiment... pour travailler dessus, on s'aperçoit que la réflexion elle est poussée très très loin dans la conception de la coque, même la gestion des eaux de pluie, la gestion des portes, de ces coupoles qui s'ouvrent finalement. C'est un objet qui est... je connais pas le prototype 0, à la première, mais on est dès la numéro 2 sur un truc qui est extrêmement abouti, qui est... J'ai pas de photo, mais il y avait une halle à Pittsburgh en métal, effectivement, qui pouvait s'ouvrir, mais qui était de la dimension de Bercy, en fait, quasiment. Mais voilà, qu'on pouvait ouvrir, et là, c'est un exemple unique qui date de 64. Oui, il y a quelques stades aux États-Unis avec des couvertures mobiles, mais qui sont dans des échelles démentielles, qui ne sont pas... complètement différentes, oui. Voilà. Là, c'est un petit bâtiment, finalement, et de le concevoir avec cette couverture mobile. C'est un ingénieur qui s'appelle Thémis Constantinidis qui a travaillé dessus.
Moi, j'ai eu la chance de l'avoir comme prof bien plus tard. Et il faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, on faisait les calculs à la main. Donc moi, je suis très, très humble devant ces conceptions. Oui. Parce qu'effectivement, la coupole était prévue. C'était l'idée d'avoir aussi une seule matière, un seul matériau, alors que l'acier Corten est un matériau relativement récent. C'était effectivement une recherche d'économie de moyens du projet de la part de Bernard Schoeller. Puisque si Bernard Schoeller ne concède aucune source d'inspiration en dehors de la bulle SICOG, justement de Jean Manval. Il est parti de l'oursin quand même. Comment ? Il est parti Oui, il parlait de l'oursin, mais vraiment, enfin, en termes de référence architecturale, disons. Voilà, oui, c'est oui. ça. Voilà, Oui, c'est oui. ça. Oui, parce qu'effectivement, Oui, il envisage de. Voilà. Oui. Oui. Mais ça, il en parle du melon, de l'oursin. Faisait plus un melon, d'ailleurs, presque inversé. Donc, mais, je l'ai rencontré, c'est la première chose qu'il m'a Oui, dit. oui. Il avait d'ailleurs encore son oursin dans le bureau. Oui, je me souviens de la photo. Ouais. Oui. C'était sa référence. On aura toute une vague aussi d'architecture dite biomimétique qui vont essayer de reprendre, parce que la nature a une économie de matière. Une coque d'oursin, quand on la casse, on s'aperçoit que c'est extrêmement fin. Puis en fait, une fois structuré tel que l'oursin l'organise, c'est extrêmement résistant. Donc voilà, c'est toute cette approche biomimétique Et du coup, qui a été reprise après. Rougerie a essayé de tirer un peu le fil sur des architectures comme ça. Rougerie, les architectures sous-marines. Oui. Mais c'est vrai que quand on voit la facilité non, parce qu'effectivement, déconstruire une piscine, c'est vrai qu'un coup de pelle suffit pour fragiliser extrêmement rigide et l'intégrité extrêmement fragile, comme une coquille d'œuf finalement. Donc c'est vraiment, il y a tout un travail, on va dire, je pense dans le sens de montage, il doit y avoir on va dire un aboutissement à la fin vraiment, c'est-à-dire je pense que c'est vraiment l'ensemble en fait, de toute façon les contradictions tout en fait des forces qui font que structurellement c'est dans la conception et dans le démontage. On en a fait cet après-midi les frais avec je sais jamais si c'est chef de projet ou directeur de je sais plus, mais de Baudin-Châteauneuf, qui a eu le plaisir de pouvoir prendre une clé de 13. En fait, je suis venu simplement avec une clé de 13 moi, pour démonter les éléments. Avec une clé de 13, c'est des vis quarts de tour qui font sauter des agrafes, en fait, c'est vrai que... Et rien n'est rouillé, parce que tout est galvanisé ou en inox, donc balèze. Ouais, voilà. Oui, je reviens mais effectivement très rapidement sur la bulle SICOG, effectivement, que Bernard Schoeller envisage d'employer comme logement de gardien dans le projet. Il fait aussi part de son vif intérêt, pour les automobiles et les mécaniques, et ça d'ailleurs qui confère sans doute au projet son aspect très carrossé finalement dans la solution finale. Cet aspect justement carrossé aux mécaniques va s'accentuer au fur et à mesure de la définition et de la mise au point du projet et des matériaux. C'était une vue d'un village vacances qui avait été réalisé, et donc là il y avait la question déjà de la multiplication. Bon, personne n'a jamais construit de piscine tournesol sous forme de lotissement, mais ça aurait pu être marrant. Il y a une très grande liberté formelle du projet, mais qui est liée aussi au type d'équipement. C'est un équipement public, c'est une piscine, donc il y a une grande liberté pour Bernard Schoeller sur le projet. Il établit des parallèles effectivement avec la forme de la coupole et des coquilles d'oursin ou de melon qui donne au projet une forme rassurante, l'image de la coupole se reflétant dans l'eau pour refermer le volume, les espaces annexes formant comme une sorte de campement léger, de micro-architecture autonome sous la coupole. Par rapport à Monterofoyon, il avait étudié le plan de logement avec un sociologue. Il va beaucoup s'intéresser aussi à la question de la perception de la piscine et des espaces, effectivement. Et par exemple, on aperçoit de l'extérieur, et ça tu en reparleras, je pense effectivement qu'une partie seulement de la coupole, en s'approchant de la coupole, alors qu'effectivement en entrant dans la piscine, le hall est couvert, les vestiaires sont de nouveau découverts, donc on aperçoit une partie de l'intérieur, et quand on entre dans la piscine, là on aperçoit la totalité du volume de la coupole. Si le principe général du projet, de la forme de la coupole vont être affinés, ne seront jamais remis en cause. C'est plutôt la structure et les matériaux qui vont faire l'objet de recherches et d'études qui s'avéreront relativement longues et laborieuses. Mais comme l'indiquait malicieusement Bernard Schoeller, la mise au point administrative de l'opération a été relativement longue, et donc jamais le secrétariat d'État ne l'a vraiment gêné ou ennuyé sur ce point. Initialement, Bernard Schoeller, comme je l'ai dit, effectivement, pensait réaliser le projet avec une coupole en acier Corten. Simplement un exemple, effectivement, de la Société des ateliers Dunkerquois de réparation navale et l'architecte Robert Hir.
réalisé à Saint-André-les-Lilles, est considéré par le secrétariat d'État comme l'exemple le plus abouti en matière de piscine métallique, puisqu'effectivement il a été réalisé. Il y a un courrier dans les archives de la ville de Saint-André du secrétariat d'État. Et donc du coup, il y avait effectivement, je ne pense pas que Bernard Schoeller en avait connaissance, mais effectivement, il y avait une possibilité de construire éventuellement la piscine par les chantiers navals, comme il avait envisagé initialement. Malheureusement, le refus du bureau d'études donc de Renault Ingénierie le pousse à élargir le champ des matériaux envisagés pour la coupole et à consulter d'autres entreprises. Guidé par un souci constant de simplicité et d'économie de moyens, il va s'intéresser dans un premier temps aux coques en béton armé que l'ingénieur suisse Heinz Hissler a développé et employé pour la réalisation de différents projets en Suisse, et également en France pour les jardineries Truffaut, qui est assez proche finalement de la coupole du CNIT également, pour lequel il ne va jamais trouver de solution acceptable pour l'ouverture de la coupole. Il va se retourner ensuite vers les plasturgistes, notamment les Charbonnages de France, qui ont réalisé avec Lionel Chin et Humanian et René-André Coulon la première maison entièrement en plastique en 1957. Il va contacter également les Pétroles d'Aquitaine, donc, qui ont mis au point la bulle Sicoque de Jean Manval, et dont il a réalisé avec les frères Saint-Henri la siège social à la Défense. Il va prendre également contact avec la société Dubigeon Normandie, qui va prendre en charge la production des bulles Sicoque par la suite, qui réalise des projets de coupole à partir de coques en plastique qui seront très proches finalement de la solution retenue par Bernard Schoeller pour les piscines tournesol et les piscines en série. On voit tout en haut à gauche effectivement une réalisation d'une coupole en plastique. Devant la difficulté de mise au point de la coupole, le secrétaire d'État va décider de lancer un appel d'offres en vue de réaliser des prototypes, notamment pour la coupole, en ce qui concerne la coupole de la piscine, et puis pour les bassins, puisqu'ils seront tous identiques pour les 5 modèles de l'opération. C'est la société de construction Durafour qui va remporter le marché. Une solution mixte de structure métallique et de couverture en éléments plastiques. Et c'est l'ingénieur Thémis Constantinis, qui est spécialiste des structures métalliques et structures spatiales tridimensionnelles, qui va intervenir dans la mise au point et le calcul des structures de la coupole. Le principe retenu est celui d'une coupole constituée de trilles soudées courbées, réunies par une série d'anneaux, déjà la réalisation du prototype, réunies par une série d'anneaux polygonaux horizontaux et raidis par des barres diagonales. Le chemin de roulement de la coupole est étudié quant à lui par Bernard Schoeller directement avec Durafour. Le premier prototype est construit à Nangis. Alors, je reviens un peu en arrière. On voit la construction des fondations, du bassin, les 4 arcs principaux, effectivement, la sapine qui permet de positionner les arcs principaux, les arcs secondaires. Dans le cas de la piscine de Nangis, donc le prototype, c'était une simple peau avec un isolant thermique et un faux plafond, donc qui n'était pas très cohérent qui était très artisanal comme méthode et qui ne sera pas retenu par la suite. Donc la coupe, le plan du projet définitif. Donc là, c'était des vues effectivement de communication de la part du ministère, effectivement, alors que les projets n'étaient pas construits. Il y avait déjà une communication. Oui, je vais peut-être m'arrêter là. Simplement quelques vues. J'aurais pu parler de la série. Effectivement, il y a beaucoup de modifications qui ont été apportées, mais voilà, quelques vues de piscine réalisées. Là, c'est vraiment le cas typique. On a le collège d'enseignement secondaire, la piscine. Plus étrangement, voilà, à côté d'un château. Et là, c'est quelque chose d'un peu incroyable parce qu'effectivement, c'est un objet très très moderne et aujourd'hui ça serait plus possible sans doute. Globalement il y a eu 184 piscines tournesol environ réalisées en France, 196 piscines Canton, 53 piscines Iris, 57 piscines plein ciel et 54 piscines plein soleil. Voilà. Donc ça veut dire 544 piscines sur les 850 prévues initialement, ce qui compte tenu effectivement du contexte économique après 73 est relativement notable quand même. Là, effectivement, la même chose, un collège ou peut-être une école, mais pour la piscine Canton. Et puis, il y avait des options, même si elles étaient assez peu nombreuses quand même. Les collectivités avaient le choix entre 5 couleurs de piscine. Une piscine beige, une piscine jaune, qui étaient les plus courantes. Une piscine verte, je crois, prévue plutôt pour la forêt. Une piscine bleu ciel, peut-être pour la mer ou les lacs. Et alors, la rouge, je ne sais absolument pas pourquoi elle est prévue, mais c'était une demande peut-être. Mais elles sont assez rares quand même. Pour les pompiers, ça doit être ça, voilà. Pour les peut-être piscine d'entraînement pour les pompiers. Peut-être dans le Nord, oui, effectivement, oui, puisque Schoeller est originaire du Nord également, et donc peut-être il y a un côté, oui, voilà. Celle de Nemours,
Effectivement, parce qu'il y a eu quelques hommages discrets, on en parlait tout à l'heure, mais François Deslogiers a construit un centre d'impôt juste à côté de la piscine Tournesol et il va utiliser la même teinte en partie. Il utilise presque des couleurs proches de Beaubourg, mais en tout cas, la façade qui est visible depuis la piscine est jaune, effectivement. C'est un Mazingarbe, je pense, une piscine qui montre un peu le contexte. Et puis la dernière photo, donc voilà, avec une pataugeoire un peu comme à Beauvais. Voilà. Puisque la pataugeoire est une option. Oui, c'était une option. Oui. Et à Beauvais, on a choisi cette option-là. Donc pour ma part, je vais prendre la parole très brièvement. C'est suite à ce contexte de l'opération des 1000 piscines qui a été donc lancée, comme on l'a dit, notamment pour rattraper le retard d'apprentissage de la natation en France dans les années 60. Je voulais revenir aussi à Beauvais, où est-ce qu'on en était justement avant la piscine Tournesol et l'opération des 1000 piscines. Donc au départ, l'apprentissage de la natation se faisait dans les espaces naturels, ou le non-apprentissage d'ailleurs, puisque c'est un peu le souci, les gens se noyaient facilement dans les cours d'eau. Traditionnellement, quand on écoute les anciens, ils vont vous dire qu'on apprenait au lieu-dit du Bon Médecin, au niveau de l'Avelon. Alors, donc à Beauvais, nous avons 2 rivières qui passent, le Thérin et donc l'Avelon. Sur cette carte-là, vous avez le Thérin qui passe ici. Et vous avez l'Avelon, donc ils se rejoignent tous les 2 à Beauvais. Et donc sur l'Avelon, vous aviez effectivement, donc là on est sur un plan de 1888, où on voit qu'un espace bain froid est indiqué. Vraisemblablement, je suppose que c'est ce lieu-dit du Bon Médecin, là où se faisait l'apprentissage au départ. Donc pour avoir la première piscine municipale, mais qui est en fait un bassin de natation provisoire, il faut attendre la guerre 1943, où c'est vraiment du provisoire et on va dire de l'adaptation avec les moyens du bord. Alors j'ai mis cette photo parce qu'on n'en a pas, malheureusement on n'a pas de photographie de cette piscine qui a été aménagée dans 2 bassins de décantation d'une ancienne usine désaffectée. Donc cette usine s'appelait la Soie Vauban, qui a donné le nom à un quartier. C'est le quartier que vous voyez d'ailleurs en arrière-plan sur cette photographie. Alors on se dit qu'aujourd'hui on s'embête vraiment avec les normes. Voilà, puisque en 1943, donc la municipalité a alors demandé l'autorisation aux autorités d'occupation, qui étaient les Allemands, d'aménager cette piscine municipale dans des bassins de décantation donc de cette ancienne usine. C'est une vraie piscine municipale dans le sens où même dans les délibérations du conseil municipal, vous avez toute des délibérations qui sont prises pour sa tarification, sa billetterie, pour les agents de gardiens. Donc cette piscine fait un peu rêver l'imaginaire populaire. On en a cherché des visuels dans le cadre du projet de renouvellement urbain de ce quartier de la Soie Vauban qui est en cours d'ailleurs. Donc il y a eu tout un travail de mémoire. On aurait aimé retrouver des photos et la seule qu'on a retrouvée c'est celle-ci. C'est pour ça que je l'ai mise, même si on la voit pas, où on voit donc ces garçons de l'école normale d'instituteurs qui visiblement se sont fait prendre en photo après leur passage dans la piscine. Donc cette piscine provisoire quand même a duré 20 ans. Elle ne fermera qu'au début des années 60. Pourtant, on voit bien que la question de l'aménagement d'une piscine est important pour la municipalité, puisque dans le plan de reconstruction, donc vous n'ignorez pas que Beauvais a été détruit à 80% pendant la guerre en 1940. Et donc dès la période d'occupation, dès le régime de Vichy, un plan de reconstruction et d'aménagement est établi par Georges Noël, qui est l'architecte de la reconstruction. Et différents équipements publics sont prévus dans ce plan de reconstruction, dont une piscine et bain-douche. Je vous ai indiqué ici par un petit rectangle l'agrandissement. Donc cette piscine de bain-douche était prévue. Donc là vous avez l'avenue Victor Hugo que je longe avec le pointeur, là l'avenue Mermoz qui va vers Rouen. Et en fait aujourd'hui vous avez des bâtiments du conseil départemental qui ont été construits. Et d'ailleurs, jusqu'à encore il y a une dizaine d'années, c'était les archives départementales qui étaient à cet endroit-là. Donc effectivement, on avait prévu, avec l'accord de la direction de l'équipement sportif à l'époque, donc de construire une piscine à Beauvais. Il y avait les financements de l'État qui étaient prévus, mais comme on avait aussi prévu, par exemple, de reconstruire un théâtre à l'emplacement de celui qui avait été détruit pendant la guerre. Malheureusement, la priorité, même s'il y avait ce plan qui existait, la priorité de la municipalité a été quand même de reloger la population. Il y avait un très gros défi de ce côté-là. Reloger aussi suite à l'explosion démographique qu'a connue Beauvais et la France. Et donc tous ces projets sont un peu passés de côté. D'ailleurs, l'hôtel de ville de Beauvais ne sera reconstruit qu'en 1957. Donc assez tardivement. Et donc cette piscine, prévue dans le plan de reconstruction, ne verra pas le jour. Donc
Ensuite, comme l'apprentissage de la natation est quand même un enjeu de l'éducation de l'après-guerre, on aura 2 initiatives liées au monde éducatif de piscine. Malheureusement, j'en ai pas de photos, c'est pour ça que je vous ai mis les photos des lieux qui l'abritaient. Donc l'institution du Saint-Esprit, qui existe toujours en rue de Pontoise aujourd'hui, dont la construction s'étale entre 1950 et 1969 par Georges Noël, l'architecte de la reconstruction qui a établi le plan. Donc cette institution qui est privée va inclure une piscine. Aujourd'hui, elle n'existe plus. On n'a plus qu'une salle de réunion à sa place. Mais la municipalité, ne pouvant pas offrir à la population la création d'une piscine municipale, va prendre des conventions pour offrir des créneaux en fait, d'ouverture en dehors de la scolarité, donc pour permettre aux habitants de profiter de cette piscine. La deuxième initiative dans le monde, on va dire, scolaire, c'est un peu plus tard. Donc je ne vous ai pas dit, mais le Saint-Esprit, la piscine ouvre en 1963. Et donc le lycée technique Paul Langevin, donc toujours par Georges Noël. Vous voyez que le style de Georges Noël a évolué en 20 ans, puisque le lycée Paul Langevin, c'est la fin des années 60, 1970. Donc, ce lycée Langevin comprend aussi la création d'une piscine qui, elle, pour le coup, existe toujours. Et là aussi, donc, la ville avait des créneaux d'ouverture pour les habitants, et je crois qu'aujourd'hui, il y a encore des clubs sportifs qui bénéficient de cette piscine. Georges Noël, excusez-moi, c'est donc lui qui a toute la place, par exemple la grande place de l'hôtel de ville, c'est lui ? Tout à fait. Il a reconstruit à la fois, donc il a établi le plan de reconstruction, donc toutes les normes urbanistiques qui allaient avec, et il a aussi fait beaucoup d'équipements publics. Donc la place, alors c'est pas forcément lui qui a fait tous les immeubles de la place, mais il a donné les directives. Par contre, il a fait l'hôtel de ville. Il y a une accumulation de fenêtres. Tout à fait, oui. Oh oui, c'est le style aussi très reconstruction pour le coup. Ouais. Donc, pour avoir la réelle première piscine municipale, il faut attendre l'inauguration le 12 juin 1966 d'un projet qui naît en 1963, mais pas d'une initiative municipale. C'est une initiative privée par le député Marcel Dassault, qui va prendre les choses en main d'une certaine manière et qui va construire, toujours par Georges Noël, on va le retrouver très souvent d'ailleurs, c'est vrai, cette première piscine de plein air à l'endroit de l'aménagement du parc Dassault. Donc d'ailleurs, c'est pas la municipalité qui choisit l'emplacement, c'est Dassault qui le souhaite. Ce parc est entre Argentine, qui est une ZUP alors, qui est en train de voir le jour à ce moment-là, avec une forte population jeune, et une autre cité de grands ensembles qui est la Cité des Fleurs. Donc lui, il voit l'importance de donner du loisir à cette population jeune et construit à ses frais cette piscine de plein air qu'il va ensuite donner à la ville. C'est pour ça qu'elle devient première piscine municipale. Le souci, alors c'est une piscine olympique, j'ai oublié de le dire, avec un bassin de 50 mètres, mais elle n'a jamais pu être utilisée à des fins olympiques parce qu'apparemment il manquait quelques centimètres à cause d'une épaisseur de carrelage. Voilà. Beaucoup de piscines avec cette légende, mais c'est pas toujours vrai. D'accord, mais c'est pour ça que je prends beaucoup de précautions. C'est aussi la légende populaire. Le problème, c'est une piscine de plein air. On est en Picardie. Elle était ouverte 2 mois par an. Donc, ça ne règle pas le problème de l'apprentissage. Ça donne certes du loisir. Donc, la municipalité va profiter de l'opération lancée par l'État des 1000 piscines qu'on a évoquée précédemment pour s'offrir une vraie piscine pour toute l'année. Donc Beauvais en 1978. 1978, c'est la date d'ouverture de la piscine Tournesol, la piscine Aldebert-Bélier. Donc à ce moment-là, effectivement, nous avions en 1966 l'ouverture de la piscine olympique Marcel Dassault. Et alors ça, il y avait une autre piscine jusque 2015. Celle-ci, donc une autre piscine Marcel Dassault, une piscine plein ciel, donc on a évoqué, c'était l'un des modèles dans le cadre de l'opération des 1000 piscines. Et on va dire naïvement, comme les deux avaient ouvert à la même époque, j'ai longtemps pensé que c'était une opération 1000 piscines pour les deux, surtout que d'un côté il y avait une plein ciel, de l'autre il y avait une tournesol. Et effectivement, en regardant les délibérations du conseil municipal, en cherchant aussi désespérément une photo de cette piscine qui a été détruite en 2015, j'ai appris que c'est en fait Marcel Dassault aussi qui l'a construit. C'est la collectivité, la ville a donné un terrain et il a construit la piscine pour ensuite le reverser donc à la ville. Donc on n'en a aucune trace à ce jour, enfin en recherchant rapidement, mais pour l'instant de dossier en lien avec sa construction.
Donc la seule piscine liée à l'opération des 1000 piscines est la piscine Tournesol Aldebert-Bélier. Donc là, je vous ai mis en dernière diapositive la séance du conseil municipal de 1976 qui décide de la construction. Donc là, c'est pareil, en fait, l'État ne demandait qu'un terrain et ensuite l'État était maître d'ouvrage sur un terrain de la ville. Donc après, vous pouvez regarder, c'est vrai que vous avez tout le décompte du budget. Alors quand on voit les budgets qu'on fait passer maintenant au conseil municipal, on se trouve que c'est tellement simpliste. Ça serait tellement plus simple si on pouvait continuer à faire comme ça. Donc on voit aussi, ce serait intéressant par rapport à la présentation qui va suivre sur la réhabilitation, c'est qu'on voit que la piscine, sur le plateau, on a aujourd'hui un coteau très boisé. Et là, vous voyez toute la perspective que l'on avait sur le centre-ville. Le bois n'était pas du tout présent alors, donc on voit comment ça a poussé en 45 ans. Le choix du site est aussi pour rééquilibrer nord-sud, parce qu'il y avait tout le quartier sud qui était alors en développement. Et du coup, on avait les plans d'eau qui étaient plutôt au nord, puis celle d'Assaut. Donc voilà, le choix avait été fait d'offrir aux nouveaux Beauvaisiens qui arrivaient sur les quartiers sud, vous parliez de l'évolution démographique, on les accueillait avec une piscine en plus. Et la différence, c'est que Marcel Dassault était le député de la circonscription de Beauvais-Nord, pas de Beauvais-Sud. Donc il ne pouvait pas équiper Beauvais-Sud. C'est pour ça qu'il a mis 2 piscines dans sa circonscription à lui. Donc cette piscine Tournesol ouvre en 1978. On a alors 3 piscines sur le territoire de Beauvais, celle qu'on a vue, donc les 2 Marcel Dassault dans le territoire nord. Ensuite, la piscine Dassault olympique fermera ses portes au bout de 30 ans pour donner naissance ensuite à l'Aquaspace. Et la piscine Tournesol est restée en fait dans son jus depuis 45 ans. Donc nous l'avons conservée, mais dans son état, avec toutes les limites que ça peut avoir aujourd'hui, tant en termes de perte énergétique. Elle ne répond plus non plus aux demandes d'une piscine, sa capacité d'accueil, notamment pour les scolaires. On est aussi très loin de ce que peut offrir les complexes aquatiques de type l'Aquaspace. Et donc on avait atteint une nécessité aujourd'hui de la revoir. Et c'est là où je vais passer la parole à Étienne Chevelier d'Arcos Architecture. On vous a beaucoup parlé du passé, de l'histoire des piscines Tournesol. Moi, j'ai essayé de vous parler de l'avenir de votre piscine. Donc, on reconnaît le plan de votre piscine actuelle, c'est-à-dire avec, comme l'expliquait Patrick tout à l'heure, l'accès au nord, cette entrée un peu emblématique qui permet d'entrer dans la coupole, la partie vestiaire qui se développe de part et d'autre, et puis ce bassin unique qui rentre tant bien que mal, faire rentrer un carré dans un rond. Donc voilà votre piscine Aldebert-Bélier qui prend place au début du plateau, le long de l'espace boisé, et sur un terrain assez chouette, faut le dire, avec un développement à l'ouest, une grande plaine végétale qui est très agréable. Et puis elle a été accompagnée par cette liaison douce qui est beaucoup plus tardive, là, qu'il y a quelques années seulement, mais qui permet depuis le centre-ville de venir à la piscine. Alors une piscine Tournesol, c'est quand même un équipement qui a été conçu dans les années 70, même sa conception et sa mise au point précèdent le choc pétrolier. On s'occupait un petit peu de consommation énergétique, mais pas encore beaucoup. Donc en termes d'isolation, on est sur des normes d'époque. En termes d'optimisation à tous les niveaux, voilà, on est sur quelque chose qui a bien vieilli. On parlait aussi de l'évolution des normes, les normes d'accessibilité. Aujourd'hui, on doit pouvoir, et c'est tout à fait normal, accéder à l'ensemble de l'équipement, quelle que soit sa forme de handicap. Les normes d'hygiène en termes de traitement d'eau, de qualité d'eau ont également pas mal évolué. Et malgré la volonté, l'acharnement de la ville de Beauvais à bien entretenir sa piscine, voilà, la piscine elle a 45 ans, elle est vieillissante. Donc quand la ville a lancé le concours il y a un an et demi, 2 ans maintenant, c'était clairement indiqué que voilà, il y a un attachement à ce patrimoine, il y a la conscience d'être propriétaire du témoignage d'une époque, d'une France des années 70. Et puis c'est un attachement très sentimental. Tous les gens qui ont appris à nager dans les tournesols s'en souviennent. En plus, ils peuvent partager leurs expériences avec des gens à l'autre bout du territoire qui ont aussi appris. Des fois, ils découvrent que ce n'est pas la seule tournesol de France. Donc voilà, dès le début, dès le concours, la ville a dit on a un patrimoine, ce qu'on veut, c'est l'agrandir, le moderniser, le rendre
moins énergivore, plus accueillant pour tous les publics, plus grand aussi. Mais on veut arriver à conserver l'esprit et l'esprit, la mémoire de cette tournesol. Alors évidemment, c'est pas simple. Qui dit évolution énergétique dit aussi augmentation des épaisseurs d'isolants. Quand on épaissit les isolants, forcément la découvrabilité, l'ouverture, on ne peut plus ouvrir la toiture puisque ça coince. Donc il a fallu s'attaquer au problème et essayer de garder le maximum de l'esprit de ce projet. Les choses assez intéressantes sur cette tournesol, j'imagine que tous les gens y sont déjà passés. Quand on arrive ici, on a une vue, il y a quelques arbres qui ont été plantés, mais on a une vue assez dégagée sur cette coupole et puis on a cet effet un peu soucoupe volante qu'on découvre au dernier moment, mais qu'on découvre bien. Et l'idée de l'agrandir, parce que le projet aujourd'hui, une tournesol, ça fait 1000 m². Le projet à terme fera à peu près 1600 m². Il faut arriver à rajouter 600 m² de fonctions et essayer de conserver la visibilité de cette coupole pour montrer que le projet de base, c'est la tournesol. Donc l'idée, ça a été de travailler un peu travailler des cônes de vue, c'est-à-dire que quand je continue à arriver sur le parking, j'ai toujours une vue, on va dire, majoritaire sur la piscine, au même titre que quand je suis sur les plages ici, je vois quasiment que la tournesol. On a implanté l'extension, je dirais en optimisant la vue de cette tournesol. Finalement, on vient s'implanter sur un quart de la coupole. On vient profiter ici, on vient se loger contre l'abondant couvert végétal qu'on a ici au nord. Et puis, le terrain étant dénivelé, on en profite pour caser un peu des locaux techniques en dessous. Et on offre une nouvelle façade, une façade aussi accueillante, puisque aujourd'hui, le site était un peu étriqué pour la tournesol avec cet accès ici, avec ce cheminement qui n'était pas simple. Donc voilà, l'idée c'était de venir se loger le plus discrètement possible et limiter le contact avec la coupole existante. C'est-à-dire vraiment la conserver sur son entièreté, enfin sur ses 3/4 de la coupole. Voilà. L'idée donc c'est d'avoir vraiment cette tournesol et puis ce bâtiment qui vient s'implanter presque à côté, comme si c'était deux projets. Qui venaient dialoguer ensemble. Vous voyez, il y a un contact, mais qu'on a souhaité plus bas, d'une couleur un peu discrète, et qui vient faire juste la soudure entre l'ancienne tournesol et le nouveau bâtiment. Et le nouveau bâtiment, dans l'écriture, je vais vous parler tout de suite de l'écriture de la peau de ce projet, de sa matérialité, parce que la tournesol, il y avait aussi ce côté construction en plastique. On est dans les années 70, d'un seul coup, on commence à construire, et Julien vous en parlera peut-être mieux que moi tout à l'heure, mais c'est des matériaux qui ne sont pas des matériaux de construction. On construisait en pierre, en ciment, en briques, tout ce qu'on veut. Et dans les années 70, arrive l'emploi de dérivés du pétrole, de plastique, de nouveaux produits qui vont... Alors ça va permettre des nouvelles formes, ça va permettre tout ce que montrait un peu tout à l'heure Patrick, les maisons bulles, un peu les folies des designers des années 70 qui sont restés. Et donc... L'idée, ce serait de s'implanter et de s'imprégner de cette approche sans tomber dans le pastiche. L'idée, c'est pas de redessiner une tournesol en 2022. L'idée, c'est de dialoguer avec elle et de la mettre en valeur avec ce nouveau projet. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur une peau du nouveau projet, sur un habillage en aluminium qui pareil, c'est un peu inspiré des carrosseries de voitures, qui permet des arrondis, qui permet des ajustages très précis, comme sur une voiture, qui permet de traiter aussi le haut du bâtiment sans couvertine, avec côté un peu immatériel. Et puis un travail sur les ouvertures avec des arrondis. J'avais évoqué les fenêtres des bus Volkswagen de l'époque, avec ces espèces de hublots arrondis un peu proéminents. Voilà, donc il y a un travail dans l'écriture architecturale. Il y a un premier travail sur l'implantation pour montrer la coupole, et puis un travail sur l'écriture et sur la matérialité du projet. Donc je vais vous présenter un peu le plan général de la future piscine Aldebert-Bellier. Donc pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez remarqué que le bassin n'est plus axé est-ouest, mais il a pris un peu d'angle. Ça permet de l'organiser depuis les espaces d'accueil avec une perspective jusque sur l'ancienne pataugeoire,
Et ça permet de souder cette extension de manière moins coincée que dans le nord du site. Donc le projet se développe avec une partie au nord qui est organisée autour des vestiaires. La coupole est entièrement dédiée au bassin en fait. Il n'y a plus d'espace servant dans la coupole, il n'y a plus que le plaisir de la natation avec un bassin de natation qui est plus large, qui est élargi par rapport à l'existant. Et puis des nouveaux bassins, mais j'y reviendrai tout à l'heure en parlant plus de la coupole. Et donc toutes les fonctions nécessaires au fonctionnement de la piscine, c'est-à-dire les vestiaires, l'administration, les fonctions d'accueil, sont externalisées. On va sortir toutes les fonctions de la coupole et les traiter à côté. Donc ici, on a depuis le parking, on a l'accès avec un large escalier, un emmarchement puis on est abrité. Vous avez vu sur la vue précédente, on a un accès PMR, enfin pour les personnes à mobilité réduite. Et puis donc sur la partie nord se développent les vestiaires et sur la partie sud les espaces administratifs. Donc comme l'entrée dans cette modernité, la piscine, c'est aussi des vestiaires qui seront plus modernes, qui seront plus spacieux, qui seront accessibles, seront plus grands. Donc voilà l'accès, les services. Je vais aller rapidement sur le fonctionnement parce que c'est peut-être pas forcément le sujet, mais en gros on a la banque d'accueil pour acheter son billet, ici une large baie vitrée pour voir les espaces. C'est-à-dire qu'on vient aussi, s'il y a quelque chose d'intéressant dans le rapport avec l'existant, c'est-à-dire que on rentre dans un bâtiment neuf et puis dès le début, on va voir ici les poutres caractéristiques, ces espèces les côtes de la tournesol avec son traitement en poutre 3D. Donc on va avoir une découverte, on va percevoir un petit peu, puis après on va s'en éloigner un petit peu, on a tout un parcours dans un bâtiment complètement neuf, et puis on va repénétrer enfin dans cet espace de baignade. Donc les vestiaires, donc on a un petit déchaussage, on a un accès avec des cabines traversantes, c'est avec une porte de chaque côté, un petit espace casier, et puis ensuite on arrive sur des espaces sanitaires douches pour se doucher avant d'accéder au bassin. Les collectifs, même chose, ils ont leur vestiaire ici pour les classes, avec à chaque fois garçons-filles, donc on peut accueillir 3 classes, et puis le parcours est le même. On a souhaité un clin d'œil à l'existant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on rentre dans la piscine tournesol par cette entrée un peu caractéristique, je vous ai mis une photo un peu plus loin. Nous on avait envie de réemployer cette entrée qui est quand même d'un dessin extrêmement organique, et puis il y a vraiment le côté... j'entre dans cette coupole, je pénètre dans l'espace noble, et donc on a réemployé l'entrée existante, qui est en fait pas tout à fait là aujourd'hui. On a réemployé l'entrée existante, et c'est la fin du parcours vestiaire, et on passe par cette entrée que je ne sais pas si vous êtes allé à la piscine, vous la reconnaîtrez, et on entre dans la coupole par l'entrée existante, comme si on entrait, aujourd'hui on prend son ticket, et puis on se change là. Donc on a ce rappel et puis presque ce parcours initiatique pour revenir dans la tournesol. Donc là, je vous parlais déjà un petit peu des bassins. Donc il va y avoir un nouveau bassin. Donc le bassin de sportif qui est élargi de 2,50 m. Ici, on a un bassin plus loisir. On va venir s'amuser. En plus, il y a un emmarchement de chaque côté. Il y a une petite notion de parcours en fait avec des buses massantes. Il y a un col de cygne pour se masser la nuque. Donc il y a une espèce de progression, de petits parcours le long de la coupole. Et puis ici, un espace pataugeoire pour les tout petits avec un banc qui vient séparer pour éviter que les gamins, en sortant en courant, tombent dans le bassin sportif. Cette tournesol, je vous parlais tout à l'heure de l'axe de composition. Ici, j'ai organisé une ouverture assez large parce que ce qui est important, vous avez un site qui est très beau, qui est assez boisé, qui est très vert, donc il faut conserver des vues sur l'extérieur. Parce que la future tournesol ne s'ouvrira plus. Voilà. Elle ne suivra plus la course du soleil. Elle ne s'ouvrira plus parce que aujourd'hui, et puis l'actualité nous le rappelle, il y a pas mal de piscines qui sont fermées parce que trop gourmandes, ça consomme de l'énergie. Une piscine, c'est très bien, il faut apprendre aux gens à nager, c'est très important. Mais cette mission de service public se heurte aussi à une crise énergétique, à un prix... Donc aujourd'hui, et dès le début, c'est pareil dans le concours, la ville de Beauvais a fixé des exigences qui sont élevées. Donc on a relevé le défi et je vous ai mis, je crois, j'ai quand même une belle photo de l'intérieur.
Donc on voit ici, alors je l'ai représenté en orange, mais les couleurs sont pas figées, c'était pour évoquer le côté 70s de cette pièce en plastique par laquelle on arrivera dans la nouvelle piscine, et puis voilà tout l'espace de la tournesol qui est dédié au plaisir de l'eau. Finalement, c'est peut-être ce qu'avait voulu Bernard Scholler aussi, puisqu'avec son plan libre, avec tout à l'heure Patrick disait, tu as employé un village implanté dans la coupole pour les vestiaires. Voilà, là, on a résolu le problème, on a externalisé les fonctions et le plan libre, on l'a enfin. La tournesol est complètement libre. Voilà. Et oui, je vous parlais des consommations énergétiques, parce que vous aviez donc une piscine avec un bassin de 250 m² qui accueillait 55 000 visiteurs par an. Donc on va doubler la surface de plan d'eau quasiment, accueillir 20 000 personnes de plus, et au final, on va consommer moitié moins d'eau. Donc ça, c'est quand même bon, c'est un travail qui est assez fin, il y a des optimisations à tous les niveaux, il y a des récupérations d'eau, on réemploie l'eau des bassins pour autre chose, enfin on essaye d'optimiser et en gros on arrive à faire rentrer cette piscine dans des normes de consommation et des normes énergétiques de 2022. On a un projet qui va être qui va, comme certains qui sont cités en exemple, en disant il y a des piscines qui ferment pas parce qu'elles sont optimisées, parce qu'elles consomment peu. C'est ce que vous aurez. Voilà. Enfin voilà, je tiens à votre disposition tous les chiffres et les engagements de performance, parce que c'est un projet, là, juste peut-être petit aparté, c'est un concours qui a été organisé, qui est un partenariat, enfin on répond en équipe, avec une équipe de constructeurs, qui est Baudin Châteauneuf Nord, et un exploitant, qui sera aussi Baudin Maintenance, et on s'engage sur les consommations. La démarche, c'était aussi d'englober cette coupole, avec presque un écrin végétal. Donc on a déjà, je vous disais tout à l'heure, la chance d'avoir une très belle variété. Il y a des beaux sujets, il y a des arbres assez remarquables. Il y en a certains moins, il y en a certains qui seront élagués un peu violemment, il y en a quelques-uns qui seront sur l'emprise du projet qui vont disparaître, mais au global, on plante plus d'arbres qu'on en enlève. Et il y a eu tout un travail comme ça en espèce d'alcôve autour du projet, ça se développe, ça vient s'enrouler autour de la coupole avec un travail d'espèces de petites niches comme ça qui est... On était dans le biomimétisme tout à l'heure, on parlait du rapport à l'oursin ou au melon, j'avais jamais entendu le melon, Patrick. Et du coup, moi j'étais sur la cellule végétale, comme si la piscine tournesol était un noyau, et puis autour on développait une mitochondrie, vous savez, que ces surfaces d'échange là qui permettent de développer des espaces intéressants pour les baigneurs. Donc oui, je vous avais mis une vue. Alors voilà, ça c'est l'entrée, j'aurais peut-être dû vous mettre la photo avant, ça c'est l'entrée de votre piscine actuelle. Et donc c'est toute cette pièce-là qui est un petit peu remarquable, qui a des arrondis un peu rigolos, qu'on a remodélisé, qu'on a relevé, qu'on a remodélisé, qu'on va... Pour l'instant, les choix ne sont pas encore arrêtés. On va certainement essayer de réemployer l'existant, sinon on la reconstruira, parce que c'est vrai qu'elle est dans un état un peu vécu, quoi. Mais ce sera l'entrée dans l'espace bassin, ce sera celui-là. Il y a un travail aussi sur les hublots, c'est assez compliqué finalement aujourd'hui de construire. Scholler, il avait dessiné un hublot, des petits hublots ronds, c'est gentil, mais ça isole rien, c'est très compliqué aujourd'hui de redessiner quelque chose d'aspect aussi simple. Donc on s'emploie à ce que le vocabulaire, l'écriture architecturale, les matériaux employés et le travail sur ce clin d'œil au dessin d'époque, c'est un travail qui est en cours, c'est un travail de détail, c'est un travail fin qu'on essaye de faire avec humilité sur un objet qui est aussi beau. Et donc voilà, puis on a travaillé aussi un petit peu sur l'arrêt de bus, je crois que c'était sur la vue d'avant, pour essayer de dégager la vue sur le... Bon, ça pourrait plus, là, voilà. Pour éviter de masquer la coupole. L'arrêt de bus, il est travaillé un peu dans l'esprit. Pas d'arrêt de bus d'ailleurs, abri vélo, excusez-moi. Et puis j'ai laissé la parole à Julien qui va vous parler de la conservation. Ah oui, si vous voulez, oui. Je vous ai fait une petite vidéo, c'est une façon maquette du projet avec une petite balade pour 2 minutes.
laisser la parole à Julien qui va vous parler de la conservation. Moi, pour la suite, c'est plus une histoire de sensibilité artistique, en fait. Ça a commencé avec la rencontre avec l'architecte. J'ai connu Bernard Scholler, qui m'a beaucoup touché et qui, par contre, qui n'était pas vraiment très attaché à son histoire de piscine tournesol. Ça remontait à très très longtemps. Et c'est vrai que c'était plus, on était un ensemble de personnes à s'exciter un petit peu sur son projet qui avait 50 ans. Et du coup, c'est ça qui lui a donné une petite motivation quand même à nous donner quelques informations et tout ça. Et du coup, l'idée, ça a été de mettre en lumière cette œuvre qui, quand je vois par exemple la piscine de Beauvais, c'est vrai qu'elle est dans un environnement qui est encore assez resplendissant. C'est-à-dire, en effet, elle est en hauteur, il y a une zone qui est boisée devant, bien que moi, j'aurais préféré avoir la vue dégagée sur la ville, parce que j'aurais trouvé ça assez bien. Mais c'est vrai que sinon, quand on les voit par exemple dans des régions, elles sont dans des zones très très urbanisées. Donc des fois, on se retrouve avec des magasins de bricolage à côté. Quand on voit celle de Villeparisis, par exemple, bon. Alors que clairement, si on sort c'est une architecture objet quand même. C'est pas comme une architecture d'aujourd'hui, on va dire, qui s'intègre vraiment dans une notion d'urbanisme un peu globale et tout ça. Si on prend cette piscine tournesol et qu'on la sort de son contexte et qu'on la met dans un environnement, on va dire, un peu spectaculaire, dans une forêt ou en haut d'une falaise ou quoi, c'est clairement un chef-d'œuvre de l'architecture. C'est vrai que depuis plusieurs années, le parti pris, c'est la démolition, parce que oui, en effet, comme le dit Monsieur Chevalier, c'est clair que c'est un gouffre en énergie. Pour les restaurations, si on voulait vraiment les refaire à l'identique, c'est un casse-gueule direct. Donc, du coup, on trouve des compromis et tout ça. Par contre, les municipalités, quand même certaines, de plus en plus, prennent le parti de conserver quand même l'œuvre qu'elles ont, le patrimoine qu'elles ont. En fait, ça y est, on est passé à une notion de patrimoine. Donc, il y a la labellisation patrimoine du 20e, tout ça. Mais on a compris maintenant que les certaines municipalités ont compris qu'elles avaient un trésor, en fait. Et donc, du coup, ça... Voilà. Donc, du coup, ça c'est super. Ensuite, il y a plusieurs manières. C'est-à-dire, Beauvais, c'est la première municipalité qui m'a contacté directement. Dès le départ dans le concours, cette notion de patrimoine, de conservation. Et ensuite, au fur et à mesure des études et des réunions qu'on a eues avec la ville, la démarche de réemploi, de se dire c'est quand même extrêmement dommage de démonter ces ensembles de cabines, de douches, ces tuiles, et de rien en faire. Ça a été appuyé aussi par l'architecte des bâtiments de France qui nous a obligés à du réemploi, c'est pas ça. Ouais. Et c'est vrai qu'après, moi, on a fait un peu la soudure entre toi et la ville pour que les choses s'organisent. Ouais. Ben voilà, du coup, donc c'est pour ça que je suis là. Voilà. Donc ça permet en effet de pouvoir récupérer donc voilà, pardon, je vais me servir un peu de l'outil, même si du coup j'ai pas beaucoup de visuels. En fait, c'est ma première conférence de toute ma vie, donc du coup c'est vrai que j'aurais pu alimenter un petit peu plus, mais il y a quand même un petit peu de matière. Donc ça, c'est à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, qui est donc un écrin pour... c'est le musée de l'architecture, tout simplement. Et donc, qui ont la maquette, donc qui mettent en avant déjà la piscine tournesol. Comme disait Patrick et Étienne aussi, certaines personnes qui viennent chez nous, parce que nous, on a en fait un lieu d'exposition qui est notre galerie, en fait, dans lequel on expose en fait les éléments de piscine tournesol qu'on a sauvés. On a sauvé des éléments de piscine la première piscine tournesol que j'ai sauvée, c'était des éléments de celle de Muret à côté de Toulouse. Ensuite, il y a eu Chabris à côté de Romorantin, piscine qui a été labellisée d'ailleurs, patrimoine. Péronne dans la Somme, voilà. Et Beauvais maintenant. Donc à la Cité de l'Architecture, ils ont commencé à s'intéresser un petit peu à toute l'architecture légère, la notion d'architecture préfabriquée. Donc accompagné d'en haut de la maquette de l'Hexacube par exemple de Georges Condilis, qui était pareil, un système d'architecture légère, vraiment mobile, architecture de vacances, il y a plusieurs noms, architecture utopique maintenant aussi pour le coup, voilà, avec le tétrodon de l'AUA à côté, qui sont 2 pièces que j'ai aussi dans la collection et qui dialoguent avec les éléments de piscine tournesol. Ça permet de raconter une histoire de ce courant de l'architecture en fait, parce que seul, on va dire, parler de la piscine tournesol s'inscrit vraiment dans la mouvance, en fait, dans une effervescence d'une période
ultra riche vraiment en créativité, que ce soit pour la mode, le design, l'architecture, la bande dessinée, le cinéma, tous les arts en fait ils y sont passés. C'était une des périodes les plus fastes en fait, dont on est super inspiré maintenant d'ailleurs. Donc la borne d'accueil de la piscine de Hendaye, donc on a pu récupérer, et qui est assez exceptionnelle parce qu'en fait en la récupérant celle-ci, il y a le pupitre de commande dessus, avec donc qui a été édité à 183 exemplaires aussi du coup. Et en fait, sur les 183 exemplaires, ce pupitre de commande, il y a une faute d'orthographe. C'est éclairage accueil EUIL. Et justement, celui de Beauvais, il y en a un, et vous nous l'avez fait remarquer au moment du démontage. Il faut dire que cette borne d'accueil, elle était très joliment dessinée, mais elle était absolument invivable. La personne, elle était dans son espèce de tube en plastique toute la journée. Et c'est les premiers trucs qu'on sautait dans les tournesols, et les gens pétaient les plombs là-dedans. Et donc le pupitre de commande, il était arrondi. Là, c'est une plaque en acier arrondie avec les boutons, un peu comme on faisait à l'époque, les machines, on se croirait dans Playtime. Et à la piscine de Beauvais, cet organe de commande, il a été réimplanté dans une banque d'accueil qui est parfaitement carrée, donc il ne sait pas trop comment se mettre. C'est assez marrant. Ouais. Il est un peu planqué. Ouais. Bah, d'autant plus que c'est vrai que ces comptoirs-là étaient valables à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur, pas d'imprimante, pas de câble. Et donc évidemment, c'est la première chose qui a sauté dans les piscines tournesol, c'est la borne d'accueil, quoi. Donc elle est très très rare, donc on en a pu en sauver une, on est très content. Celle de Beauvais, elle est assez exemplaire en termes de... On voit qu'elle est de 78 quand même, parce qu'on n'est pas sur les mêmes matériaux pour tout le système de cloison intérieure qui, comme je disais à Dolovan, qui est pour moi le Ikea du bâtiment, clairement. C'est-à-dire n'importe qui peut monter un intérieur de piscine tournesol, c'est incroyable. Donc on a pu sauver beaucoup d'éléments sur celle de Beauvais, et puis l'idée c'est de continuer tout le travail en fait qu'on fait sur la piscine tournesol, où je suis pas tout seul, avec quelques confrères, compatriotes, je sais pas comment on peut dire, mais qui sont complètement très très engagés sur ce projet-là, dans l'optique de faire un livre et des expositions. Voilà. Ça, c'était le démontage à Péronne. Évidemment, proposé à la Cité de l'Architecture à l'époque, étant donné qu'ils avaient la maquette, de faire rentrer dans la collection des musées nationaux un des éléments. Donc ça s'appelle un élément grandeur en fait, c'est-à-dire en gros ils ont la maquette, ils ne peuvent pas présenter une architecture, donc ils sont obligés de tricher un petit peu, même s'ils aimeraient beaucoup, mais ils sont obligés de faire une espèce de rapport d'échelle pour comprendre, parce que sinon on ne comprend pas. Moi, il y a des visiteurs qui viennent à mon exposition, qui rentrent, et je plaisante pas, qui rentrent, qui voient une tuile de piscine tournesol et qui me disent c'est un hublot d'avion. Et en fait, du coup, non. Donc, il faut vraiment pour exposer un élément de piscine tournesol, il faut vraiment le mettre en lien avec des archives, il y a toute une notion de proportion qui est difficile à comprendre. C'est quand même des pièces qui sont assez monumentales quand on les sort du bâtiment, en fait, quoi. Donc voilà. Et la Cité de l'Architecture, donc, c'est une très grande fierté à accepter d'exposer une tuile. Et si je peux compléter, c'est vrai que par rapport à la démarche de la ville de vous contacter, alors certes il y avait de la demande aussi de l'architecte des bâtiments de France, de cette démarche de conservation, même si la ville était déjà engagée dedans. Le problème de la place est réel. C'est-à-dire qu'on vous a contacté, mais on a aussi contacté des musées qui exposent l'architecture, dont la Cité de l'Architecture, et tous ont le même problème, c'est le problème de l'espace dans des réserves de stockage. Et même si la ville avait conservé, je pense aussi aux vestiaires, aux douches, l'architecte des bâtiments de France nous a dit essayez de le réemployer, mais réemployer où et comment. Voilà. Il n'avait pas forcément la solution. Et il a par contre laissé la porte ouverte, effectivement, de le donner à une tierce personne, établissement soit public, soit un collectionneur qui le valorise justement dans le cadre d'expositions ouvertes au public, puisque vos pièces sont présentées, comme là actuellement, à la Cité de l'Architecture. C'est vrai que moi, mon travail, en fait, mon métier et ma passion, c'est le début d'une très 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 longue histoire. D'abord, il y a une démarche de sauvetage. Il faut d'abord les conserver. Et après, il faut créer une histoire autour, en fait. Donc, l'exposition en ce moment à la Cité de l'Architecture, c'est quand même c'est assez, on va dire, on a monté un niveau, quoi. La piscine tournesol de Péronne, qui a été donc démolie. Tu as raison, tu as évoqué tout à l'heure la notion d'échelle, en fait, sur cette tournesol. C'est que
justement, c'est une échelle qui est un peu difficile à percevoir parce que c'est petit, c'est grand. C'est grand. Voilà. Ouais. Et quand on dessine un projet à côté, en fait, ça monte pas très haut, ça va monter à 7 mètres à peine, même pas. Et puis d'un seul coup, quand on va avoir une pièce, finalement, l'arc, il fait quand même 15 mètres. On se dit, mince, c'est des grands morceaux qui font à la fin un objet dont on a une perception petite. Oui, c'est perturbant, oui. C'est assez troublant. Ouais. Je suis d'accord. Je me suis rendu compte d'ailleurs quand je présentais au possible musée, je leur ai expliqué, on peut récupérer des tuiles. Je fais, mais attention, ce n'est pas des tuiles comme on se l'imagine. Une tuile Matra, ça c'est la plus petite, je crois. C'est la première, petite, mais voilà. Après, elles sont beaucoup plus longues. Oui. Donc déjà, tout de suite, c'est pas la même notion d'échelle. Le terme de tuile, c'est le terme consacré pour les 4 morceaux. Et comme l'a dit Marie, en effet, oui, c'est bien de le souligner parce qu'en fait, ces tuiles-là, donc on parlait de Thémis Constantinidis pour la structure, du Durafour pour la création vraiment de la structure métal. Mais par contre, toutes les parties, toute la couverture, donc ces tuiles-là qui sont en fibre de verre, ont été confiées à la société Matra à l'époque. C'est vraiment que j'imagine tout le monde connaît. Et ces tuiles sont encore fabriquées. Le moule existe encore. Le moule est restauré régulièrement. Et il est conservé pour certaines piscines, parce que certaines piscines veulent absolument conserver exactement la même toiture. Donc il y a quelques piscines qui font l'objet de restauration vraiment identiques. Il y a un problème de sécurité incendie sur ces tuiles-là, en fait. C'est des dérogations au-delà des problèmes énergétiques. En fait, c'est assez compliqué, quoi. Après, il y a cette notion dont on a un peu parlé en filigrane, c'est la notion de patrimoine moderne. En fait, on est sur un patrimoine dont on ne percevait pas forcément l'intérêt il y a quelques années. Et il y a vraiment une prise de conscience, d'abord peut-être dans les CAUE, dans les services des villes qui vont sensibiliser tout le monde. Et je trouve que c'est intéressant. Nous, on est déjà intervenu plusieurs fois sur des labels de patrimoine d'architecture. Comment c'est pas voilà, c'est remarquable, ça a changé. Et justement, là, si on parle des 2 cas où ils ont remis des tuiles d'origine, c'était vraiment pour viser une labellisation, et c'est presque, c'est bien. Je pense que c'est très bien d'en avoir mis 1 ou 2 sous cloche. Maintenant, c'est un bâtiment qui doit continuer à vivre. C'est pas l'idée de faire une collection de vieux bâtiments. Faut que ça vive un peu aussi. Mais lors de la préparation du concours, la question effectivement des tuiles originales s'était posée et la question incendie était un réel souci pour la collectivité de ne pas pouvoir répondre aux normes incendie dans un tel bâtiment public. Et ensuite, effectivement, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais ça va être aussi un défi, aussi bien pour vous, mais si des musées comme la Cité de l'Architecture conservent ce type d'objet, c'est que ces matières plastiques n'ont pas été faites pour conserver. Donc c'est un réel défi aussi en matière de restauration aujourd'hui. On a déjà le problème avec les bétons. Les premiers bétons de la reconstruction, je pense à Royan avec sa cathédrale, c'est des réels soucis de conservation. On peut plus les conserver, on est obligé de les refaire quasi identiques. Et là, pour ces matières plastiques qui ont fait des bâtiments, on retrouve le même souci. Ils n'ont pas été faits pour durer et on essaie de faire durer des choses qui n'étaient pas durables au départ. On était déjà à 30 ans, je crois, d'espérance de vie. On a poussé à 50 pour le tournesol. Et quand on voit celle de Beauvais, la structure, elle est en super état. Et d'ailleurs, on conserve la charpente. Ouais, voilà. Ouais. Oui. Il y a une question, je ne sais pas si je vais ramener le micro. J'avais une remarque et une question. La première question, c'est un module, comme on a sous les yeux, pèse combien ? 100 kilos, à peu près. Ça dépend s'il est étanche ou pas, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont remplis d'eau, en fait. Voilà. D'accord. Nous, cet après-midi, on en a soulevé 6. Le dernier, on a l'impression qu'on en avait pris 2 d'un coup, quoi. C'était... Voilà. Mais c'est lourd. C'est quand même des pièces lourdes. Hein. Ça fait 5 cm d'épaisseur quand même. C'est une double peau de polyester avec une mousse au milieu. Et cette mousse, évidemment, s'il y a eu des fuites, elle a imprégné, quoi. Et la remarque que j'avais, c'est tout à l'heure, on parlait de la coque et vous disiez que c'était extrêmement intelligent le système. On est dans les années 60-70. On parle de standardisation. On parle de tôle pliée, on parlait de Corten, mais on voit que c'est aussi plié pour la rigidité. On parle de légèreté, de la forme. Pour moi, la filiation avec Prouvé, elle est évidente. Ah bah oui. Enfin. Je pense que non, mais quand on disait tout à l'heure, c'est ingénieux. Alors c'est vrai, ça l'est.
Mais il me paraît important de toujours attacher, ça sort pas de nulle part, et prouver la tôle pliée. Pour moi, l'idée du Corten elle est pas anodine. Quand on voit la structure triangulaire des fermes, on est quasiment dans de la serrurerie que plus dans l'architecture. Structurellement, je suis vraiment d'accord. Après, c'est vrai que je ne suis pas partisan de reparler encore une fois plus de Prouvé, parce qu'il a eu pour moi un peu trop la lumière. Voilà. Et c'est vrai que justement, dans l'idée, parce qu'en effet, il y avait une histoire de tôle pliée, donc certes, là, pour moi, là où il y a un aspect révolutionnaire quand même, c'est dans l'esthétique. C'est ça. Un bâtiment de Prouvé, on ne s'arrête pas devant si on ne le connaît pas. Là, par contre, il y a une esthétique, on va dire, populaire, en fait. C'est ça qui parle, on va dire, à une France entière, en fait, et non pas une France élitiste ou architecte. Voilà. C'est vrai que pour moi, c'est un bâtiment qui alimente l'imaginaire collectif, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, en fait, il y a eu, quand on voit, là, maintenant, d'accord, c'est des photos en couleur, mais quand on voit, par exemple, le montage du prototype à Nangy avec des voitures, on dirait des tacos, et finalement, qu'on voit cet ovni en train de se construire à côté, c'est vrai qu'il y a une audace, voilà, une audace, mais vraiment... Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on n'a plus actuellement à l'heure actuelle, parce qu'on a les normes, parce qu'on a tout ce qu'on connaît, voilà. Remettons-nous dans le contexte. Enfin, on a quand même une audace architecturale et technique. Enfin, c'est quand même un plan national. On met tout en question. On est dans un renouvellement des formes. Pour avoir autant d'audace, il faut se replonger dans l'art déco des années 20 après la reconstruction. Oui, je suis assez d'accord. Voilà, c'est ça. Et là, je trouve que si on fait de belles choses, mais je trouve qu'on n'a pas autant d'audace que ce qu'on avait. La modernité, en fait, à n'importe quelle époque, n'importe quelle période, ouais, bien sûr. C'est une espèce d'utopie de l'époque. D'ailleurs, j'aimais bien le titre de ton expo. C'était quoi ? C'était demain. Je trouve ça très beau comme titre d'expo. Je te l'ai pas dit. Et c'est cette espèce de rêve collectif qu'il y avait dans un avenir radieux. Après, c'est un rêve d'avenir de plastique, de tout ce qu'on veut. Mais ouais, c'est waouh. Voilà, donc ça, c'était une partie de la collection il y a quelques temps. Elle est évidemment, maintenant 5 fois plus grande, je pense. Et donc voilà, ça regroupe en fait tout. Donc oui, c'est vrai que pour vous illustrer un petit peu, donc ce sont une partie du hall d'accueil de la piscine de Chabris qui a au premier plan. Voilà, donc ce système de cloison modulaire en fait que j'ai démonté d'une piscine et que j'ai remonté comme ça en une après-midi. Et donc la bulle de Jean Manval qui est derrière, donc la bulle Sicoq qui est évidemment une des pièces les plus emblématiques de ce courant architectural. Même les cellules de chantier, c'est-à-dire les bulles blanches que vous voyez, ce sont simplement des Algeco qui ont été construits en 68. C'est-à-dire les Algeco en 68 étaient comme ça. Voilà, avec des panneaux fixes orange pétard. Donc voilà, donc c'est vrai que en fait ça s'inscrit vraiment dans un courant global, donc qui maintenant évidemment est facile, on va dire, à apprécier et à dire oui, on peut comprendre qu'il y a une beauté là-dedans, voilà, et un intérêt culturel évidemment, voilà. Après, c'est vrai que la piscine Tournesol, c'est un bâtiment qui, comme dit Étienne, trop petit pour être conservé, par exemple, en tant que piscine et pour son utilisation initiale, mais trop grand et trop... J'ai envie de dire, ça, pour moi, c'est en énergie, c'est très compliqué, même si mon rêve est quand même de démonter une piscine Tournesol complète, voire d'habiter dedans, comme je le disais. Le sujet plaît quand on a appelé le courrier Picard et quand on a appelé, comment il s'appelait l'autre, le journal ? L'Observateur de Beauvais. L'Observateur de Beauvais, voilà. Il suffit de 2 phrases, ils envoient des journalistes directs parce que ils sont très 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 séduits par cette idée justement de... Voilà, en fait, on revient sur le côté glamour de l'époque un petit peu, c'est-à-dire on a construit ça, maintenant on déconstruit ça, on conserve, enfin il y a quelque chose de... Et du coup, excellent, parce que j'ai appris que c'était Aurore Valade et que c'était celle de Beauvais. Oui, tout à fait. Alors, j'y ai pas pensé avant que vous m'en reparliez lundi. C'est pour ça que j'ai fini la dernière diapositive sur ça. Donc, cette photographie, c'est la Tournesol de Beauvais dans le cadre d'une résidence photographique qui avait été organisée par Diaphane dans le cadre du Festival des Photonales 2008. Et je trouvais que ça clôturait bien l'exposition.
avec le côté loisir aussi, voilà, cette architecture de loisir il y a une époque. Et en plus, ça fait le lien avec Beauvais, puisque c'est dans le cadre de Festival des Photonales, qui devient un festival historique chez nous. Est-ce que vous avez des questions ? On a déjà commencé un petit peu, mais... Oui, j'avais une question sur l'organisation en fait, de l'entretien de ces piscines. C'est-à-dire que quand c'est pensé en construction, notamment, on a l'objectif de le faire durer pour 30 ans, voire 45 ans. Et comment on remplace les pièces, en fait ? Sur la tournesol d'origine, vous voulez dire, ou sur le projet d'extension ? Alors, sur toutes les piscines tournesol. Peut-être brièvement, mais effectivement, dans toutes les brochures de présentation des projets, il était indiqué, en tout cas pour la piscine tournesol, qu'il n'y avait aucun entretien. C'était un argument publicitaire. C'est-à-dire, il y avait un gel coat, c'était du plastique, l'eau coulait, basta. Voilà. Le problème, c'est qu'effectivement, alors, globalement, les piscines tournesol ont bien vécu. Les piscines Canton, sur 180 piscines, il y a eu 150 procès, parce qu'elles étaient une structure bois et que l'humidité rentrait derrière le vernis. Donc forcément, il y en a encore moins de sauvegardés. Mais effectivement, c'était un des arguments publicitaires, alors que Schoeller l'avait bien dit, failli râler, effectivement, parce qu'il disait mais les municipalités n'entretiennent pas les piscines, parce qu'effectivement, il leur suffit de nettoyer le gel coat, de refaire un vernis ou un gel coat tous les 10 ans, ça aurait peut-être pu fonctionner, effectivement. C'est peut-être une des pistes, mais effectivement, il n'y avait pas la question ne se posait pas de l'entretien, puisqu'effectivement, l'État, gérait la partie administrative, fournissait la piscine, enfin c'était moitié-moitié, c'était payé les villes fournissaient le terrain, la municipalité payait la moitié du prix de la piscine, l'État prenait le reste à sa charge, et il n'y avait pas de question d'entretien. Effectivement, une fois la piscine était livrée, oui, il n'y avait pas moins de questions, je pense. Après, je vais essayer de vous répondre rapidement, parce que l'entretien d'une piscine, déjà c'est même dans sa conception qui fait qu'on essaye d'avoir peu d'entretien, ou en tout cas de mettre en œuvre des matériaux pérennes pour l'enveloppe, pour l'intérieur, les carrelages, les joints. Donc on est astreint à un certain nombre de réglementations. On doit poser des choses qui sont adaptées au milieu humide, qui sont adaptées, voilà. Donc on a déjà toute cette part en conception. Et ensuite, vous mettez le doigt sur, en général, les exploitants de piscine n'aiment pas trop qu'on en parle, mais une piscine qui est bien entretenue, elle dure et elle est en bon état beaucoup plus longtemps qu'une piscine mal entretenue. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens laver au jet d'eau dans les vestiaires avec le jet d'eau sur les faux plafonds et les lumières. Bon, c'est sûr que rapidement, quand on revient au bout de quelques années, la piscine, elle n'est pas très en forme. Donc bon, ça fait partie d'un entretien, on va dire que ça... C'est les bâtiments qui vont vieillir vite parce qu'on maintient toute l'année 28 degrés et surtout une humidité, une pression de vapeur qui est très importante, qui va migrer partout. Si la piscine est, pas bien conçue, si elle n'est pas bien réglée, c'est-à-dire que, par exemple, un défaut dans le traitement d'air, on va avoir de la migration d'humidité dans des endroits où elle n'est pas prévue. Par exemple, dans l'administration, ça faisait partie d'un sujet dont on a pas mal discuté pendant les études. On a une partie administrative qui va être en contact avec les parties, on va dire, humides. La ville de Beauvais me demandait de garantir que j'allais pas avoir une atmosphère de piscine dans les bureaux. Donc ça fait partie des choses, c'est beaucoup de conception, et après c'est en effet de l'entretien, du préventif, être attentif, se rendre compte s'il y a un truc qui marche pas, le réparer tout de suite. Enfin, c'est comme tous les bâtiments après, peut-être un peu plus que les autres puisque ça vieillit assez vite. De préserver quand même l'aspect zone de baignade isolée quand même. Oui, alors je ne vais pas rentrer dans le détail du plan, mais en fait, il y a, ce qui n'est pas toujours le cas, il y a des portes de recoupement qui permettent d'éviter les migrations d'atmosphère. Enfin, il y a des choses. La piscine est bien conçue. C'est moi qui le dis. Mais alors, dans le cas où, par exemple, une fenêtre casse, à l'époque, il y avait du coup une surproduction ou une commande pour... En fait, comme il y avait la production en permanence, de 74 jusqu'à 78, voire même, la dernière piscine à Vitrolles, c'est 88. Mais bon, il y a eu une livraison et puis après il y a eu des je pense. Mais effectivement, il y avait une production courante, donc c'était pas un problème. Effectivement, on pouvait remplacer. Et encore aujourd'hui, on peut. Il y a différentes sociétés qui ont repris. Il y a des problèmes de droit, mais il y a des sous-temps, donc il y a encore moyen de. Mais effectivement, à l'époque, il y avait il y avait plus de. Puisqu'il devait en construire 250, donc effectivement, c'était pas un problème. Voilà. Moi, je voulais parler de l'accessibilité, c'est à vous que je parle. Pour l'extérieur, par exemple, j'ai vu rapidement, j'ai pas regardé tous les plans, bien sûr, mais j'ai pas vu si la personne en fauteuil roulant handicapé veut aller à l'extérieur. Il y a un pédiluve, c'est prévu une façon d'en sortir autrement que par le pédiluve ?
Non, la personne en fauteuil passe par le pédiluve, mais les pédiluves sont pas comme les pédiluves existants avec une marche. D'accord. On a un petit seuil de à peine 2 cm. Ensuite, on a moins de 2 cm. Ensuite, on a un plan incliné, on ressort. Il y a un pédiluve en fin de parcours vestiaire, pour l'hygiène de tout un chacun. Et on a, ça a été un débat avec les services régionaux de santé, l'ARS, ils nous ont demandé de mettre en place un pédiluve entre les plages intérieures et les plages extérieures minérales. C'est-à-dire qu'on a plus de l'ordre de la lentille d'eau, là, où on va avoir, pour éviter d'avoir de la saleté de l'extérieur qui rentre. Celui-là, il n'est pas obligatoire, mais on l'a mis. Et ensuite, on en a un qui est entre la plage minérale et la plage végétale, où là, franchement, je vais mettre les pieds dans l'herbe, tout ça. Donc, quand je reviens, j'ai une douche et puis un pédiluve. Et ils sont tous accessibles PMR. Voilà. Il y a un système de mise à l'eau pour chaque bassin. Et je crois même qu'on a prévu, alors c'est pas nous qui le fournissons, mais j'ai un local pour un fauteuil adapté piscine. Vous voyez, on peut changer de fauteuil à l'entrée. Il y a un espace qui était pas demandé au programme, c'est moi qui ai proposé. Bonjour, merci pour la présentation de chacun. J'ai 2 questions. Est-ce qu'il y a eu un pourcent artistique en fait sur le budget de l'opération ou pas? Donc voilà, donc pas de 1% artistique. Et l'autre question, c'est par rapport à l'emplacement de cette piscine, qui est effectivement remarquable comparé à d'autres piscines tournesol qu'on retrouve dans d'autres franges urbaines ou d'autres zones. Le plateau Camard, on l'appelle, comme cela à Beauvais, a plusieurs avantages. D'abord, c'est un jardin public, c'est un espace naturel fabuleux. Et on a évidemment l'autre avantage, c'est la vue qu'il offre sur la ville. Est-ce que vous avez étudié le sol? Est-ce que vous avez envisagé à un moment donné la possibilité d'enterrer votre extension? Ou est-ce que c'était pas votre souhait, pas possible? Et comment est-ce que voilà, ce jardin arboré va continuer à l'être tout autant dans le futur? Alors, à partir du moment où j'enterre mon extension, j'ai quand même pas mal de choses qui doivent communiquer directement avec les plages des bassins. Parce que l'infirmerie, le bureau du maître nageur, la sortie des vestiaires. Finalement, si je descends des choses, il y a un moment, si par exemple je fais rentrer les gens en bas et je les fais remonter au dernier moment pour limiter l'impact en surface, je me retrouve avec des escaliers qu'on dit pieds nus, en gros des escaliers pieds nus, un ascenseur en milieu humide. Donc c'est des contraintes qui sont très très fortes dans le fonctionnement, dans le vieillissement, dans l'entretien, etc. Et dans le budget aussi, parce qu'à partir du moment où je vais commencer à construire 2 niveaux, je vais construire plus de surface, je vais construire plus compliqué. Donc là, il y a un empilement, parce qu'il y a toute une partie qu'on ne voit pas dans une piscine, qui sont les locaux techniques. Et pour que les bassins soient toujours propres, que l'air soit toujours bien filtré, à la bonne température, déshumidifié, toute l'extension, à partir de l'accueil et toute la partie vestiaire en fait est posée sur des locaux techniques. Donc en fait déjà c'est un empilement qui a permis de limiter l'impact en surface, en rez-de-chaussée. Mais en dessous on a de grands locaux techniques avec la filtration, le traitement d'air, le chauffage de l'eau chaude sanitaire. Voilà. Donc finalement cet empilement on l'a et on a empilé, je dirais, tout ce qu'on a pu empiler, tout ce qu'on a pu mettre en dessous, on l'a mis en dessous. C'est aussi pour ça que je pense dans la perception qu'on aura de l'extension. Alors évidemment, il y a cette façade sur le parking qui se développe et puis qui était importante pour montrer aussi, on fait une nouvelle piscine, on a une nouvelle entrée, voilà, il y a aussi on implante quelque chose, on ne va pas se cacher non plus, on construit, autant y aller. Et à part cette façade qui est relativement qui se développe, pour tout le reste, je pense que la perception, c'est ce que j'essayais de vous exprimer tout à l'heure dans les cônes de vue, elle va être vraiment discrète en fait. Elle va se loger entre, vous savez, je ne sais pas si vous avez emprunté le chemin le long de la crête là. Finalement, là où on s'implante, c'est pas un endroit où on va se promener avec les enfants, c'est plutôt un endroit pas terrible. Tous les endroits où il y a la partie parc arborée,
On vient empiéter un peu dessus, je vous l'accorde. Il y aura un remodelage de la liaison douce là, avec le centre-ville, donc le parcours est un peu revu. Il y aura un petit emmarchement, une petite rampe. Il y a quelques arbres, il doit y avoir 2 bosquets d'arbres qui sont dans l'emprise vraiment du projet. Mais il y a des arbres partout autour de cette piscine. Donc, et pour le reste, non, c'est un impact qui est limité, quoi, et qui préserve l'environnement. Et pour la question du 1% artistique, non, c'est vrai qu'on l'avait pas forcément pris. Après, c'est plutôt les projets d'État pour lesquels c'est obligatoire. Donc le 1% artistique, c'est-à-dire que 1% du prix du projet en fait est dédié à un projet artistique. C'est plutôt une obligation des projets portés par l'État en maître d'ouvrage. C'était le cas du commissariat de Beauvais, celui qui est Saint-Jean. Si vous voyez, il y a une grande empreinte de pouce sur la façade et qui en fait est l'œuvre d'un artiste, Olivier Michel, dans le cadre d'un 1% artistique. Mais là, dans le cadre de projets municipaux, c'est pas forcément une obligation et là, c'est pas quelque chose sur lequel on a travaillé. Je pense qu'il y avait une autre question encore. En termes de nombre de baigneurs, de capacité d'accueil, apparemment c'était saturé au niveau des scolaires. Est-ce que la capacité d'accueil va augmenter ? Oui, on accueillait 55 000 personnes dans un bassin de 250 mètres carrés et des petits vestiaires. Et là, on va accueillir 75 000 personnes. Alors, pour le coup, là, je n'ai pas des engagements de performance, c'est des estimations du programmiste, de la ville, etc. Normalement, on accueillera 75 000 personnes à l'année, donc on va dire un tiers en plus. Mais il y aura plus de bassins et des vestiaires plus grands. Donc finalement, une saturation, je ne pense pas. Vous savez, une piscine, on calibre justement le nombre de cabines, le nombre de douches, le nombre de sanitaires, tout ça c'est réglementé en fonction du nombre de personnes, ce qu'on appelle la fréquence maximum instantanée. On dit à l'instant T, je crois, je l'ai plus de mémoire, mais je crois qu'on est à 385, je ne sais plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises. Et donc voilà, tout est dimensionné en fonction de ce chiffre-là. Donc voilà, la piscine elle sera équilibrée, on accueillera de manière satisfaisante tous les publics et en plus grand nombre. Ouais, et vous n'avez pas un ordre d'idée de combien la piscine pouvait actuellement accueillir ? Parce que c'est vrai que les vestiaires, comme ils devaient rentrer sous la coupole, ils étaient assez étriqués. Actuellement, elle était limitée à 250 personnes. La FMI, puisque le bassin faisait 250 mètres carrés, donc on ne peut pas aller au-delà. C'est une personne par mètre carré de plan d'eau. À partir de là, on dimensionne normalement le nombre de cabines et tout. Je n'ai jamais fait le calcul sur une tournesol, je pense qu'on était un peu dérogatoire. Là, par contre... La plage était très grande, hein. C'était aussi une volonté de Schoeller, mais effectivement, le bassin était relativement modeste par rapport à la dimension globale de la piscine, donc il y avait des plages très très grandes. Ça, c'était vraiment... C'est aussi, je ne sais pas si tu as déjà essayé de dessiner un bassin rectangulaire dans cette coupole, il y a un moment, les coins touchent, et il reste des plages. Donc, voilà. C'était à la fois... C'est pour ça que je l'ai peut-être dit plusieurs fois, j'ai insisté dessus, on a réussi à mettre un couloir de nage en plus, et c'est pas rien, voilà. Donc bon. Okay. Pour revenir juste... s'il vous plaît. Pardon. Oui, les bassins étaient, c'était la plus grosse critique des piscines de l'opération. Les bassins étaient très très peu profonds. L'excuse c'était de dire que les Finlandais s'entraînaient dans des bassins de ce type, puisque le plus petit côté c'était 70 cm pour 1,80 m, je crois, sur la plus grande profondeur. C'était absolument ridicule. Enfin, moi j'ai nagé dans des piscines de sol. Quand on arrivait sur les petits 70 cm, on savait pas trop quoi faire. Vraiment faire demi-tour pour repartir dans l'autre sens, quoi. C'était un peu curieux quand même. Voilà. D'accord, merci. Et j'ai une autre question en fait sur la structure en soi. C'est vrai qu'on parlait d'une tuile qui était assez lourde, mais par rapport à la surface que ça représente, c'est quand même relativement léger. Et donc la conception de la piscine, elle est assez simple, avec une couronne béton qui reprend tous les efforts de la couverture et de la charpente. Est-ce que vous avez déjà eu, je sais pas, dans des régions qui ont par exemple de fortes chutes de neige en hiver ou quoi, entendu parler de problèmes de stabilité d'une piscine tournesol? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était renforcé ? Je me souviens plus. On réfléchit. Ouais, non. Non, on a parlé de... Non. Non, je sais pas dans quel... parce que vous savez, la France, il y a des zones climatiques entre le bord de la mer et la montagne. On ne va pas prendre en compte les mêmes surcharges. Je ne sais pas sur quelle norme Schoeller est parti. Est-ce qu'il y avait une limitation ? Parce qu'il y en a en montagne des tournesols ou pas ? Toi qui les connais, tu connais des tournesols de montagne ? Je me demande si les départements de montagne, ils n'étaient pas exclus de ce modèle. Hein. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai que
Surcharge en termes de neige. Après, moi, j'ai jamais entendu de désordre, de tournesol qui s'écroule, qui s'affaisse. Ouais, oui, logiquement. Il y avait comme des. Alors, je crois qu'il y avait une isolation thermique supplémentaire pour les piscines de montagne. Je crois qu'il y avait quelque chose comme ça de mémoire. Il faudrait que je relise l'interview que j'avais fait avec lui. Et puis, par contre, alors, je sais pas, ça, j'ai pas vérifié, mais il m'avait parlé d'une piscine qui s'était envolée. Alors, je sais pas si elle était ouverte à ce moment-là ou je sais pas, il y a une tornade ou bon. Après, je sais pas, il m'a raconté ça, mais est-ce que bon, ça fait pas. C'était une vraie soucoupe volante là pour le coup. Jamais été vérifié. Oui, là, c'était vraiment une soucoupe volante. Oui. Dernière petite question. Alors là, on voit des hublots qui sont sur les premières tuiles au niveau du sol, qui sont blancs. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que c'est... Là, ça a été repeint, mais effectivement, au niveau des vestiaires, effectivement, le plexi était translucide volontairement, justement parce qu'il y avait les vestiaires côté entrée. Mais normalement, tous les autres hublots des piscines tournesol étaient transparents. Oui, là, parce que là, du coup, ils bénéficiaient pas du tout de la vue sur le parc. Là, je sais pas, c'est curieux. Alors, oui, je sais pas du tout. Là, c'est une question que j'ai posée quand j'ai visité la piscine exploitée. Je lui ai dit mais pourquoi vous avez peint et personne ne savait. Ouais. Oui, bonjour. Oui. Donc Magali Frossard, je suis la directrice des sports et donc j'ai eu le plaisir de suivre ce beau projet. Merci à tous pour votre intervention, pour votre travail sur ce beau projet. Je peux répondre en partie à votre interrogation de l'augmentation de la capacité. C'était en effet une demande de la ville de Beauvais de pouvoir accueillir des scolaires dans de bonnes conditions, d'où l'augmentation avec une 5e ligne d'eau qui pourrait même éventuellement passer un couloir de 6 lignes d'eau si on les rétrécit. Augmentation de la capacité, je rebondis sur ce que vous disiez, Monsieur Chauvelier, c'est la FMI. On est sur un bassin actuellement de 250 mètres carrés et votre projet est autour de 460 mètres carrés. Donc, vous voyez, c'est quasiment 80% d'augmentation de la surface d'eau. Voilà pourquoi on a souhaité aussi dimensionner cet équipement. Et c'est un équipement qui aura vocation à revenir dans le giron de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, puisque maintenant, sur notre territoire, toutes les piscines vont être gérées par l'agglomération du Beauvaisis, dont cette dimension communautaire également était présente à l'esprit dans le cahier des charges. Voilà. C'est pas une question, c'est deux remarques. En fait, la question tout à l'heure de l'enterrement du bâtiment, enfin de l'encaisser. Là où sont construits souvent les piscines tournesol, souvent c'est dans des secteurs qui sont en marge de la zone urbanisée, c'est-à-dire des terrains un peu pourris, pas terribles. Donc creuser, premièrement au niveau bilan carbone, c'est terrible, ça sachez-le, ça dégage un CO2 terrible. Mais en plus, on a un sol qui ne permet pas, parce que ça demande de faire des encuvements, c'est assez terrible. Et pour répondre à la question de la portance de la neige, enfin c'est un peu l'intelligence de la forme. Effectivement, si vous avez des murs droits avec un plafond sur cette portée-là, effectivement, il vous faut un plafond de 3 mètres d'épaisseur, j'exagère. Vous avez une forme parabolique de voûte qui fait que vous pouvez, j'ai pas vu, mais de toute façon, il neige plus. Mais on peut mettre 4 mètres de neige, ça tiendra. On a fait des tunnels voûtés, ça n'a pas empêché d'enlever ce qu'il y avait au-dessus. C'est l'intelligence de la forme. Il ne faut pas le penser comme étant 2 murs et un plafond, il faut le penser comme étant une voûte avec du coup une répartition des charges sur tout le tour et non pas sur une partie, c'est vraiment sur tout le tour. Alors c'est le principe même de la voûte, mais là je pense que si on se fait une descente de charge sur la voûte, on n'est pas complètement bon au début. Sur la fin, oui, mais sur le début, on n'est pas sur une répartition au tiers central et évidemment, ça marchera mieux qu'un toit plein, mais je pense que la forme en elle-même, elle n'est pas complètement optimisée pour renvoyer toutes les charges verticales sur la longue grille périphérique. Après, on a une structure qui est quand même métallique, c'est-à-dire qu'en termes de souplesse aux déformations, c'est pas la même souplesse qu'avec du béton. Donc on a vraiment quelque chose. Par contre, effectivement, c'est ce qu'on disait, on parlait entre nous. Effectivement, par contre, à l'arrachement, c'est-à-dire le vent qui s'engouffre, ça effectivement, ça fait cerf-volant, quoi. Enfin, un gros cerf-volant. Mais... Après, comme le fait remarquer Richard, vu la déperdition énergétique de ce genre de piscine, la neige fond forcément.
sur la coque. Le bon sens. Je ne sais pas si vous avez encore des questions ou si on s'arrête là. Je tenais à vous remercier pour votre présentation d'aujourd'hui, pour aussi la qualité des échanges qu'on a pu avoir. Donc, je vous invite à revenir jeudi, puisqu'on a une autre présentation autour d'un projet important pour la ville de Beauvais, qui est la restructuration du quadrilatère, donc l'ancienne galerie nationale de la tapisserie, qui a aussi été construite par un architecte donc de son époque, qui est donc André Herman. Même lieu, même heure, donc jeudi. Et puis la semaine prochaine, on aura également notre dernière conférence en lien avec le CAUE, le 14 octobre, dans le cadre des Journées nationales d'architecture. Voilà. On accueille Caroline Bauer dans le cadre justement du label Architecture contemporaine remarquable dans les Hauts-de-France. Donc ça, ce sera la dernière conférence de notre cycle. Je vous souhaite une bonne soirée et puis merci d'être venus.